deux cours qui vont venir vont porter sur la notion d'ensemble fini et de cardinal, surtout cardinal, puisque l'objectif prioritaire est de définir des méthodes de dénombrement, de définir ce que c'est que le nombre d'éléments d'un ensemble, et aussi, et ça sera probablement l'un des points essentiels, de donner une définition, un sens de dénombrement au coefficient k parmi n que l'on trouve dans le triangle de Pascal. Donc c'est un chapitre, vous allez voir, qui va être court, dans lequel je ne vais clairement pas faire toutes les démonstrations. D'ailleurs, c'est un objectif affiché du programme, de garder une idée intuitive de certains résultats. Et pour d'autres, j'irai un petit peu plus dans le détail, mais je choisirai mes combats, j'irai dans le détail uniquement pour des problèmes qui peuvent intervenir dans des sujets de concours et qui nécessitent une rédaction particulière à l'aide de notions qu'on a vues en début d'année, des notions d'application injective, surjective, bijective. Donc il n'y a que dans ces cas particuliers que je vais être plus précis. D'ailleurs, la première chose que je vais rappeler dans mon cours, c'est la notion d'application injective, surjective, bijective. Je vais vous rappeler les trois définitions, leur intérêt, leur cadre d'utilisation, et ensuite on passera à la définition de nombre d'éléments d'un ensemble, qui sera la définition principale de la matinée, et c'est sur cette définition qu'on va travailler pendant les 2 heures. Commençons par la définition d'une application injective. Donc si je me donne une application définie sur E à valeur dans l'ensemble F, on dit qu'une application est injective si et seulement si l'un des trois points suivants est vérifié. Donc on va donner trois définitions équivalentes. Tout élément de l'ensemble d'arrivée doit avoir au plus un antécédent par F, c'est-à-dire que soit il a un antécédent, dans ce cas-là il est unique, soit il n'a pas d'antécédent, qui de façon équivalente nous dit que si deux éléments ont la même image par F, alors ils ont le même antécédent, c'est-à-dire x est égal à x'. Puis la contraposée de ce résultat qui s'obtient en disant que si j'ai la négation de l'hypothèse x différent de f', alors j'ai la négation de la conclusion, pardon, x différent de x', alors j'ai la négation de l'hypothèse f de x est différent de f de x'. C'est-à-dire à quoi ressemble une application injective si je fais ce qu'on appelle des diagrammes de Venn ou des diagrammes sagittaires. Eh bien, je sais que, bon, évidemment, il y a exactement une flèche qui va partir des éléments de l'ensemble de départ. Ça, c'est parce qu'on a affaire à une application. Mais par contre, les éléments de l'ensemble d'arrivée ne peuvent recevoir qu'une seule flèche. Euh, je sais bien que si j'ai deux images qui sont égales, c'est que les antécédents sont égaux. C'est-à-dire que ici, cet élément-là, il ne peut pas s'envoyer sur lui, puisque ici, j'aurai deux éléments distincts qui ont la même image par la fonction f. Donc votre application, elle va être définie de cette manière-là pour être injective. Voilà par exemple une application injective. Donc on voit que tous les éléments de l'ensemble d'arrivée, tous les éléments de f ont au plus un antécédent, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule flèche qui ne peut arriver sur ces éléments. Donc ça on le voit aussi en étudiant la définition qui est là. Moi j'ai coutume de dire que l'application elle sépare, c'est-à-dire si vous avez deux éléments séparés au départ, ils seront séparés à l'arrivée. Alors on va très souvent faire ces fameux diagrammes de Venn là, pour visualiser les applications et visualiser les ensembles. C'est d'autant plus pertinent ici qu'on n'est plus du tout dans le cadre de ce qu'on faisait en début d'année. En début d'année, on a étudié des fonctions qui étaient définies sur des intervalles de R, donc des ensembles infinis. Ensuite, on a fait de l'algèbre linéaire, on a étudié des applications définies sur des espaces vectoriels, qui sont, hormis le singleton vecteur nul, des ensembles infinis. Donc là, on est dans le cadre, un cadre très particulier, le cadre des ensembles finis, qui va ne ressembler à aucun autre cadre justement, et c'est le monde justement des diagrammes pour essayer de visualiser au maximum les définitions. Alors entre parenthèses, la seule définition que je n'ai pas pointée, c'est cette définition-là, qui reste quand même une bonne définition pour démontrer qu'une application est injective, puisqu'on part d'une égalité et l'objectif est d'en obtenir une autre. Ça, c'est quelque chose qu'on sait en général assez bien faire. Je vous rappelle qu'ici, on n'est plus du tout dans le cadre des applications linéaires, hein, puisqu'on travaille avec des ensembles qui vont être finis. Donc là, il n'est pas question de parler de noyaux ou de choses comme ça. Hein. Je sais qu'on a parlé que de ça quasiment pendant 2 mois, puisqu'on a relié l'étude de l'injectivité des applications linéaires à la recherche du noyau. Ici, ça n'a strictement aucun sens, puisqu'on va travailler sur des ensembles qui ne sont pas des espaces vectoriels, hein, que les choses soient bien claires. Hein. Là encore, pour une application surjective, on va donner des définitions équivalentes.
Donc il y a toujours la définition sur l'ensemble d'arrivée. Tout élément de l'ensemble d'arrivée admet au moins un antécédent par f, bon, dans E évidemment. Ce qui veut donc dire que tous les éléments de l'ensemble d'arrivée vont être atteints par une flèche, ça c'est sûr. Ce que j'ai écrit avec des quantificateurs, c'est exactement la même chose. On peut aussi avoir une définition plus globale, c'est-à-dire que f2 est égal à f. Je vous rappelle que quand on dit que f est une application, on est en train de donner une inclusion. Hein. Le fait que f soit une application, ça indique, à valeur dans f, hein, j'entends, hein. Ça indique que f2 est inclus dans f, ça signifie que notre application elle est à valeur dans f, c'est la signification de la flèche. Surjectif, ça signifie plus que ça signifie que les éléments de f, tous les éléments de f sont atteints, ce qui n'est absolument pas obligatoire. Si je prends la fonction exponentielle, c'est une application qui est définie sur R à valeur dans R, elle n'est clairement pas surjective, puisque des nombres réels négatifs ou nuls ne sont pas atteints par l'application. Donc là, il y a la volonté d'atteindre tous les éléments de l'ensemble d'arrivée. Donc par exemple, une application surjective, ça peut donner quelque chose comme ça. Voilà. Donc on a l'obligation que tous les éléments aient au moins une image, ça c'est la définition d'une application. Et là on voit que tous les éléments sont bien atteints par l'application f. Donc cette application est bien surjective. Effectivement, en prenant l'image de tous les éléments de l'ensemble de départ, on a bien rempli tout l'ensemble d'arrivée. Vous voyez, ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour cette application, là où il y a des éléments qui n'ont pas d'antécédent par l'application F. Donc voilà ce qu'on appelle une application surjective. Alors pour une application bijective, on dira qu'elle est bijective si et seulement si, en reprenant la démarche précédente, tout élément de F admet un unique antécédent. Donc on voit que c'est la conjonction de deux propriétés, puisque pour l'injectivité, on en a au plus 1, donc s'il existe, il est unique. Et la surjectivité, c'est qu'il y en a un moins, donc il existe nécessairement. La bijectivité, c'est la conjonction d'une propriété d'unicité avec une propriété d'existence, donc un et un seul antécédent. Donc le quantificateur existentiel est remplacé par le pseudo-quantificateur, il existe un unique élément. Et on a aussi la conjonction du fait que cette application est injective et surjective. Mais on va voir que ça va être beaucoup plus que ça. Donc, puisqu'on sait que notre application, tout élément de l'ensemble d'arrivée admet un et un seul antécédent par la fonction f. Donc voilà, on est par exemple dans cette situation-là. Mais on voit que comme tout élément de l'ensemble d'arrivée admet un et un seul antécédent par f, on peut créer une application retour. C'est-à-dire que à cet élément-là, on peut lui associer son antécédent. À cet élément-là, on peut lui associer son antécédent. Et on peut faire ça pour tous les éléments de l'ensemble d'arrivée. On peut les relier à un élément de l'ensemble de départ. Et on a vu que dans ce cas-là, on crée une application, une autre application, qui s'appelle l'application f-1, cette fameuse application retour. Ce qui veut donc dire que pour que f soit bijective, il y a une autre façon de voir les choses. On peut dire qu'il existe une application retour. Donc il existe une application G définie sur E à valeur dans f, telle que... Eh bien, tel que quand je compose f avec g dans cet ordre, je vais récupérer l'application identité de f, et quand je compose g avec f dans cet ordre, je vais récupérer l'application identité de e. Dans ce cas-là, on sait que cette application g, elle est définie de façon unique, elle désigne la bijection réciproque de f. Donc cette caractérisation-là entraîne que l'application f est bijective, hein, donc sous ces deux hypothèses-là, sous ces deux contraintes-là, l'application f est effectivement une bijection bijective donc entre E et F. Et en plus, hein, encore une fois, elle donne naissance à une application. Bon, moi, j'ai l'habitude d'appeler application retour, et ça a tout son sens, puisqu'on voit que cette application, elle est définie de façon spéciale. À tout élément de l'ensemble d'arrivée, on associe son unique antécédent par F. Ce qui veut donc dire que cette application f-1, elle a une définition, alors pas explicite, mais en tout cas, on peut pointer exactement à la définition de l'élément qu'on va lui associer. À l'élément y, on associe l'unique antécédent de y par f. Donc on a plein d'exemples de construction de fonctions de ce type-là, arc sinus, enfin les fonctions circulaires réciproques, unique antécédent de y par la fonction f. Donc ce qu'on a appelé l'application retour. Donc on va beaucoup se servir de tous ces concepts ce matin. Donc je préférais que les choses soient claires, et j'ai aussi contextualisé ces définitions dans le cadre d'ensemble fini.
pour voir que, évidemment, la notion de nombre d'éléments dans l'ensemble E et dans l'ensemble F risque d'avoir une importance quand on travaille avec ces différentes notions. Alors, un rappel de propriétés que je vais beaucoup utiliser, enfin beaucoup, en tout cas que je vais utiliser ce matin, c'est les propriétés qui concernent les compositions. On a vu que ces notions d'injectivité, de surjectivité, de bijectivité, c'est des notions qui passent bien par composition. Donc, c'est-à-dire qu'une composée de fonction injective ou une composée, on dit d'injection, est une injection, une composée de surjection est une surjection, et une composée de bijection est une bijection. D'ailleurs, à titre d'exercice, on va tout de suite démontrer par exemple qu'une composée de surjection est une surjection. Je sais que c'est probablement la propriété qui vous pose le plus de problèmes dans les raisonnements, la notion de surjectivité. On va démontrer cette propriété rapidement, histoire de se remettre paisiblement dans le bain. Alors pour démontrer qu'une composée de surjection est une surjection, déjà on se donne deux applications, une application de E dans F, une application de F dans G pour pouvoir les composer, et on se donne un élément de l'ensemble d'arrivée, je vais l'appeler Z, donc un élément de l'ensemble d'arrivée de l'application G, c'est-à-dire l'ensemble G. Alors qu'est-ce qu'on veut? Nous on cherche un élément de l'ensemble E, puisque l'application G rond F c'est une application qui est définie sur E à valeur dans F. Donc je cherche à démontrer qu'il existe un élément dans E, appelons-le A, tel que G rond F de A est égal à Z. Ça c'est ce qu'on cherche. Et pour ça, on a deux hypothèses, le fait que F et G sont des applications surjectives. Donc c'est parti, on va remonter ça patiemment. L'élément Z ici c'est un élément dans l'ensemble G. Ce qu'on peut déjà c'est utiliser la surjectivité de G pour dire, bon bah déjà, je peux trouver un élément dans F qui va s'envoyer sur cet élément-là, appelons-le Y. Donc là, j'utilise la surjectivité de l'application G en disant qu'il existe Y appartenant à F tel que Z est égal à G de Y. Et ça, c'est car l'application G est une application surjective. Donc ça, c'est la première partie. On est capable de remonter déjà avec l'application G, et on peut remonter aussi avec l'application F, puisque cette application est également surjective. Donc on peut bien trouver un élément A appartenant à E, tel que, a priori, cet élément Y admet un antécédent par A, donc Y va être égal à F de A. Ça c'est car l'application F est également surjective. Donc la conjonction des deux va nous permettre de passer justement de A à Z, puisque en effet, si je calcule G rond F de A, par définition c'est G appliqué à F de A, mais F de A est égal à Y, donc on récupère G de Y, et G de Y c'est Z, donc on a bien réussi à montrer qu'il existe un élément A dans E, tel que Z s'écrit G rond F de A. On vient bien de démontrer que G rond F est surjective. Donc ça, c'est une façon de faire. Alors maintenant qu'on a l'habitude de manipuler les ensembles de façon un peu plus hardie, on va dire, on pouvait utiliser une autre approche. Personnellement, c'est une approche que j'utiliserai plus souvent maintenant qu'on a manipulé quasiment des ensembles depuis un an, donc on est normalement un peu plus averti. Je vais simplement dire, tiens, mais je vais regarder ce que donne l'image par l'application G rond F des éléments de l'ensemble de départ. Et on va découper cet ensemble-là. Donc attention, là on ne manipule plus des éléments de E, de F, de G, on manipule des ensembles. Bien, ça c'est l'ensemble G de l'ensemble F de E. Mais l'ensemble F de E, c'est l'ensemble F. Là j'utilise le fait que F est une application surjective. Donc je peux dire que ceci c'est G de l'ensemble F. Et comme G est une application surjective, si je prends l'image de tous les éléments de l'ensemble de départ, je récupère bien tous les éléments de l'ensemble d'arrivée. Il suffit de regarder les diagrammes sagittaires pour s'en convaincre. Donc ça, c'est parce que l'application G est surjective. Ce qui permet bien d'établir que, en prenant l'image de tous les éléments de E par l'application G rond F, on récupère bien tous les éléments de l'ensemble G. Donc là,
deux démonstrations différentes. On travaille élément par élément ou on travaille de façon globale avec les ensembles. Voilà, en guise d'échauffement, c'est pas mal avant de donner toutes les définitions qui vont apparaître. C'est parti, rentrons dans le détail maintenant. On va définir ce qu'on appelle le cardinal d'un ensemble. Donc si je me donne un ensemble E non vide, on dit que E est un ensemble fini. Donc là on est en train de définir ce que c'est qu'un ensemble fini. Lorsqu'il existe un entier naturel non nul n est une bijection entre l'ensemble des entiers 1n et l'ensemble E. Donc cet entier n, on dit qu'il est défini de façon unique. Ça va appeler quelques commentaires et une petite démonstration. Et s'appelle le cardinal de E. Effectivement, à partir du moment où n est défini de façon unique, il ne dépend que de l'ensemble E considéré. Donc on peut convenir d'une notion qui ne dépend que de E. Donc soit on mettra une double barre là autour de E, soit on utilisera le dièse de E, soit cardinal de E pour cardinal, card, l'approximation. Moi personnellement j'utiliserai plutôt la notation avec dièse, même si la notation card est aussi très très répandue. Alors c'est une définition, mais elle va néanmoins nécessiter une petite justification sur l'unicité de n. Et pour ça je vais revenir à ce que j'ai écrit juste au-dessus. C'est le seul résultat que je vais véritablement admettre dans ce cours, même s'il est pas très compliqué, intuitivement pas très compliqué, parce qu'à démontrer c'est toujours un peu pénible, c'est assez technique. Si on se donne deux entiers naturels non nuls, et s'il existe une bijection entre ces entiers, alors c'est que n est égal à m. Alors ce qui est quand même relativement légitime, vu les diagrammes qu'on a fait, on voit bien que la notion de nombre d'éléments va être reliée quelque part à la notion de bijectivité lorsqu'on travaille avec des ensembles finis. Et je trouve que cette propriété, elle est finalement assez intuitive lorsqu'on travaille avec les ensembles naturels où on compte. Je vous rappelle quand vous avez appris à compter, vous avez appris à compter sur vos doigts, vous avez commencé par 1. Donc dans le cadre pathologique de cette propriété, c'est assez naturel. Donc je vais quand même un petit peu parler de cette unicité de n, puisque c'est quand même le point clé de notre démonstration, notre définition, pardon, c'est le cardinal est relié au fait qu'on peut associer à E un seul entier naturel. Il faudrait quand même essayer de voir d'où ça sort le fait qu'on peut lui associer un seul entier naturel. Alors cette définition de nombre d'éléments peut vous paraître assez violente, c'est-à-dire la raccorder à la notion de bijection, qui est une notion avec laquelle vous n'êtes pas forcément toujours très à l'aise. Ça paraît un peu violent, et je vais essayer de dégonfler complètement la baudruche. Donc moi je vais revenir au moment de votre vie où vous avez appris à compter. Vous en avez peut-être des vieux souvenirs, mais je suis sûr que ça va vous rappeler des choses. Et qu'est-ce qu'on fait quand on compte? Et je vais relier ça justement à ma propriété plus abstraite. Je vais me donner deux entiers naturels non nuls. Et l'objectif, c'est de compter, de définir le nombre d'éléments d'un ensemble fini. Alors par exemple, si vous voulez compter les stylos qui sont ici sur le plan de travail, vous allez dire, bon, bah, je vais les compter. Donc je prends 1, donc, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Donc là, en fait, j'ai compté 5. Mais l'action de prendre des stylos, c'est la création d'une application. Vous êtes en train d'attribuer au numéro que vous venez d'énoncer oralement un stylo qui est défini de façon unique. Et comme vous prenez un stylo à chaque fois, eh bien vous êtes sûr que pour chaque nombre énoncé, le stylo que vous prenez est différent. Ce qui rend une application, ce qui définit cette application comme étant injective. Et comme vous avez pris tous les stylos dans votre main, votre application, elle est elle aussi bijective, donc surjective. Donc elle est bien évidemment injective et surjective, elle est bien évidemment bijective. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? On suppose donc qu'il existe, une bijection. Je suppose qu'il existe une bijection de l'ensemble 1n sur l'ensemble E. C'est l'application qui m'a permis de compter ces stylos. Je viens de les compter devant vous. À chaque numéro est associé un crayon. Alors supposons qu'il existe une autre application bijective que je vais appeler psi, cette fois-ci qui va de 1m dans l'application. Moi ce que j'aimerais démontrer, c'est que justement cette action de compter, cette action d'attribuer un numéro à chaque stylo pour créer une application bijective,
fait que l'entier que l'on va considérer ici, c'est-à-dire ce qui symbolise l'entier où on compte, est forcément défini de manière unique. Alors pour ça, je vais utiliser la propriété que je viens d'admettre, et je vais créer une bijection entre un n et un m, en utilisant le fait qu'il existe une bijection de 1n sur e et une bijection de 1n sur e, hein, c'est-à-dire en prenant en compte que les deux applications que je viens de créer ici sont des applications bijectives. Donc pour relier les deux ensembles qui sont ici, eh bien, je vais utiliser par exemple l'application phi pour aller de 1n vers e, et puis pour aller de e vers un m, qui a la couleur du stylo à ceci le numéro qui lui correspond, je vais utiliser la bijection réciproque de l'application psi, puisque psi étant bijective, elle a une application retour, elle qui va de e dans un n. Donc l'application qui me permet de passer de l'un à l'autre, c'est l'application psi-1 rond phi, qui est bijective, puisqu'on a démontré qu'une composée de bijection est une bijection. En réalité, j'ai bien trouvé une bijection entre un n et un m, donc de par le rappel que j'ai fait, la propriété que je viens d'admettre, on obtient donc que n est bien égal à m. Mais ce que je veux que vous gardiez vraiment en mémoire, cette histoire de bijection, hein, c'est vraiment l'histoire d'attribuer en disant 1, j'attribue à 1 ce crayon, 2, je lui attribue ce crayon, donc je crée une injection. Hein, vous avez vu, les éléments que je prends, ce sont des entités différentes, et comme je les prends tous, non seulement l'application est injective, mais elle est aussi surjective. Donc la définition, elle a du sens par rapport à la façon dont vous avez appris à dénombrer les objets d'un ensemble. Alors, on va tout de suite faire une remarque et définir ce qu'on va appeler une énumération des éléments de E. Donc le fait de créer, d'avoir un ensemble E de cardinal n, donc je vais dire soit E de cardinal n, le fait de créer justement, le fait de créer une application qui permet d'aller de 1n vers E, mais de façon bijective, hein, une application bijective, ça nous permet quelque part d'obtenir une énumération des éléments de E. Puisque quand j'ai pris mes stylos un par un, j'ai pris le premier stylo, le stylo rouge, puis le stylo vert, puis le stylo bleu, etc. jusqu'au dernier stylo. Donc j'obtiens comme ça une énumération des éléments de l'ensemble. Ces éléments sont en effet 2 à 2 différents puisque l'application phi est injective, et je suis sûr que je récupère tous les éléments de E, puisqu'en comptant, j'ai bien pris tous les stylos. Donc, quelque part, cette application bijective, elle me permet d'effectuer une énumération des éléments de E. Donc ceci, c'est une énumération des éléments de E. Énumération des éléments de E. Alors, évidemment, je peux faire référence comme ça à une application, mais assez rapidement, on va complètement faire disparaître cette application bijective en disant si E est de cardinal n, eh bien je peux en fait numéroter les éléments de E. Et cette notion de bijection entre 1n et E, c'est vraiment une numérotation des éléments de E. Soit vous les notez de façon fonctionnelle, ce qu'on fera quasiment plus, soit vous le notez de cette manière-là en disant, bah voilà, j'ai une énumération des éléments de E en numérotant les éléments dans l'ordre dans lequel j'ai envie de les numéroter. Comme la définition ne fait référence qu'à un ensemble qui est non vide, il faut statuer du cas de l'ensemble vide. Alors on dira que l'ensemble vide est un ensemble fini qui ne possède aucun élément, donc ça paraît assez naturel de définir son cardinal comme étant cardinal nul, c'est-à-dire le vide a un cardinal qui est égal à 0. Pour pouvoir unifier quelque part la démonstration et même lui donner un sens lorsque n est égal à 0, par convention, on dira que l'ensemble des entiers entre 1 et 0 dans cet ordre évidemment est égal à l'ensemble vide, ce qui permet de faire rentrer quelque part ce cas dans la définition générale du cardinal. Alors passons au premier résultat qu'on va considérablement améliorer dans le théorème qui suit. C'est si je considère deux ensembles finis non vides, si ces ensembles ont le même nombre d'éléments, le même cardinal, hein, c'est un vocabulaire identique,
alors on peut construire, on peut relier ces deux ensembles par une bijection. Hein. Donc il existe une bijection entre l'ensemble E et l'ensemble F. Alors on va démontrer ce résultat. Donc j'ai dit que mes ensembles étaient finis. Donc déjà dire que les ensembles sont finis, ça donne le droit d'écrire le cardinal. Hein. Je vous rappelle que le cardinal n'est défini que pour un ensemble fini. Et pour avoir le droit d'écrire cardinal de E et cardinal de F, il faut évidemment avoir des ensembles qui sont supposés finis. Alors je vais supposer que ce cardinal est un entier naturel non nul, hein, puisque les ensembles sont supposés non vides. Donc je peux bien dire que le cardinal de E est égal au cardinal de F est égal à n. Et l'objectif est de créer une bijection entre E et F. Bah, vous allez voir que finalement, je vais utiliser quelque part ce que j'ai dit ici. C'est comme l'ensemble E est un ensemble de cardinal n, je suis capable de construire une bijection entre un n et l'ensemble E. Ça, c'est la définition d'un ensemble de cardinal n. Donc par définition, je sais qu'il existe une bijection entre l'ensemble 1n et l'ensemble E. Je peux évidemment faire de même entre l'ensemble 1n et l'ensemble F. Je peux créer une application phi tilde qui va être une application qui va être aussi une application bijective, une bijection entre ces deux ensembles. Donc là, on avait réussi à créer, dans la démonstration précédente, on avait réussi à relier ces deux ensembles-là. Là, je vois que ça ne va pas être très très difficile de relier l'ensemble E et l'ensemble F. Et cette fois-ci, on va passer par l'ensemble des entiers 1n. Donc c'est un espèce de problème un peu réciproque. Pour aller de E à 1n, je vais utiliser la réciproque, l'application retour, l'application phi-1, qui elle aussi est bijective. Et pour aller de 1n vers f, je vais utiliser l'application phi tilde. Donc du coup, si je veux aller directement de E vers f, il suffit que je compose l'application phi tilde avec l'application phi-1. Et ici, j'obtiens une application qui est une bijection, puisque c'est simplement une composée de bijection. Effectivement, l'application phi tilde est bijective, et la bijection réciproque d'une application bijective est bijective. Donc c'est bien la composée de deux bijections. On vient donc créer, de relier E et F à travers une application bijective. Donc on n'aura pas la nécessité d'utiliser la bijection en compte. Quand on a deux ensembles qui ont le même nombre d'éléments, eh bien on peut les relier par une bijection. C'est-à-dire on peut trouver une bijection entre l'ensemble E et l'ensemble F. Alors voilà l'un des premiers théorèmes fondamentaux de notre cours. Le théorème que j'appelle théorème du dénombrement, ça veut dire que pour dénombrer un ensemble, pour montrer qu'un ensemble est fini et le dénombrer, il suffit d'exhiber une bijection entre un ensemble fini et l'ensemble qu'on cherche à dénombrer. Et on aura fait d'une pierre deux coups. D'une part, on va montrer que l'ensemble est fini, et d'autre part, il aura le même cardinal que l'ensemble que l'on sait dénombrer. Donc là, il faut bien avoir conscience que l'objectif de ce théorème est double. Vous avez vu que les conclusions de ce théorème s'écrivent en deux séquences. Déjà, d'une part, ce théorème prouve qu'on travaille avec un ensemble fini, déjà d'une part, puisqu'a priori l'ensemble F au départ est quelconque, et d'autre part, que les deux ensembles posséderont le même nombre d'éléments. Donc il y a a priori deux objectifs à ce résultat. Si j'ai un ensemble fini et que je suis capable d'exhiber une bijection entre cet ensemble fini et un autre ensemble, eh bien l'autre ensemble est fini et les deux ensembles auront le même nombre d'éléments. Donc objectif double. Bon c'est parti. L'objectif est de montrer que l'ensemble F est déjà un ensemble fini et de trouver son cardinal. Donc le but c'est de montrer qu'il est en bijection avec un ensemble où on compte, par exemple l'ensemble des entiers entre 1 et n. Alors pour ça, je vais exploiter le fait que l'ensemble F, lui, est un ensemble fini. Donc on va déjà exploiter cette relation-là. Il est fini et non vide. Donc on est capable de dire effectivement qu'il existe un entier naturel n non nul, tel que il existe. Alors on peut trouver un entier naturel non nul et une bijection entre l'ensemble E et l'ensemble 1n. Donc je peux trouver une bijection entre
l'ensemble 1n et l'ensemble E phi est une application bijective. Donc ça, c'est la première partie, c'est le fait que l'ensemble est fini. Mais je sais aussi qu'il existe une bijection qui relie l'ensemble E et l'ensemble F. Donc on sait qu'il existe, deuxième partie existentielle, une application psi qui va relier l'ensemble E et l'ensemble F, une application bijective. Alors on dit une bijection entre E et F, entre E et F, parce que évidemment la bijection réciproque vous donne une bijection entre F et E. Donc évidemment c'est une application, c'est une notion qui est symétrique. Alors moi mon objectif est de démontrer que l'ensemble F est fini et de même cardinal que l'ensemble E. Donc on voit qu'on peut faire d'une pierre deux coups en essayant de trouver une bijection entre un n et l'ensemble F. Donc pour ça, évidemment, on va passer par l'ensemble E, qui va faire le lien entre les deux. Donc pour construire une bijection entre un n et F, je passe par l'ensemble E. J'ai déjà l'existence d'une bijection entre un n et E, puisque l'ensemble E est de cardinal n. Et j'ai une bijection psi entre E et F, ça c'est par hypothèse. Or, en composant l'application psi et l'application phi, j'obtiens une bijection, puisque les deux applications sont des bijections. Une composée de bijection est une bijection. Je viens donc d'exhiber une bijection entre l'ensemble 1n et l'ensemble F. Donc là, on a deux conséquences immédiates. Déjà, l'ensemble F est fini, puisqu'il existe un entier naturel n appartenant à une étoile, tel que ces deux ensembles-là sont en bijection. Donc ça, je peux dire que l'ensemble est fini. De plus, je peux même dire que le nombre d'éléments de F est égal à n. Donc on récupère par ce biais que le nombre d'éléments de F étant égal à n, c'est aussi le nombre d'éléments de E. Mais vous avez vu, il y a un timing. Avant d'avoir le droit d'écrire nombre d'éléments de F ou cardinal de F, il faut absolument justifier que F est un ensemble fini, et pour ça qu'il vérifie cette définition, c'est-à-dire que je sois capable de montrer qu'il existe une bijection entre un ensemble de type 1n et l'ensemble F, ce qu'on a réussi à faire par le théorème 3. Alors ce théorème 3, évidemment, est un principe fondamental du dénombrement. Pourquoi ? Parce que le théorème 3 dit que si j'arrive à mettre en bijection deux ensembles, un que je sais dénombrer et un que je ne sais pas dénombrer, eh bien celui que je ne sais pas dénombrer aura le même nombre d'éléments que l'ensemble que je cherche à dénombrer. Donc finalement, l'idée du dénombrement, c'est de dire, ah bah tiens, cet ensemble, je connais son nombre d'éléments. Eh bien, notre but sera de trouver des bijections entre des ensembles dont on ne connaît pas le nombre d'éléments et des ensembles dont on connaît le nombre d'éléments. Comme ça, on pourra dire que les ensembles qu'on manipule sont finis et qu'ils ont un nombre d'éléments qui est connu puisqu'on l'a relié par une bijection à un ensemble que l'on sait dénombrer. Donc ça sera une méthode propre de dénombrement et vous allez voir que ce théorème-là, je vais beaucoup l'utiliser dans les démonstrations. Alors la proposition numéro 4 fait partie du lot des propositions qu'on ne démontrera pas, qu'on va considérer comme complètement intuitives. Bon, elle l'est, mais par contre le démontrer, c'est franchement vraiment pas simple. Mais bon, là je me place vraiment dans le cadre du programme, je ne veux pas me lancer dans des démonstrations trop difficiles. Si E est un ensemble fini, voilà, et si A est un sous-ensemble de E, alors l'ensemble A est lui-même fini, et en plus, le nombre d'éléments de A est plus petit que le nombre d'éléments de E. Ça correspond quand même assez à l'intuition qu'on a des ensembles finis. Mais vous avez bien vu qu'il y a un timing, hein, j'ai bien dit l'ensemble A est fini, puis j'ai parlé du nombre d'éléments de A. Hein. Respectez toujours ce timing. Avant de parler de cardinal, vérifiez bien que l'ensemble considéré est fini. On a même une propriété intéressante, on va voir à quel point elle est intéressante. Donc si A est un sous-ensemble de E qui a le même nombre d'éléments que E, alors on a l'égalité entre A et E. Évidemment, c'est une propriété des ensembles finis. Hein. Ça ne marche pas du tout, mais alors vraiment pas du tout pour des ensembles qui sont infinis. Donc ça, c'est une spécificité des ensembles finis. Et cette spécificité, elle est drôlement intéressante. Pourquoi ? Puisqu'on avait vu que deux ensembles sont égaux si et seulement si, c'était la définition, je vous rappelle. On avait dit que tout élément de A doit être élément de B, tout élément de A doit être élément de B, et tout élément de B doit être élément de A. Donc l'égalité des ensembles, c'était intimement lié à la double inclusion,
puisqu'on a dit tout élément de A est élément de B, tout élément de B est élément de A, pour définir l'égalité, pour dire que les ensembles A et B possèdent les mêmes éléments. Eh bien, on a une alternative intéressante, c'est que si l'ensemble A et l'ensemble B sont des ensembles finis. Attention, cette propriété, elle ne fonctionne que si les ensembles sont finis. Si les ensembles ne sont pas finis, cette propriété-là, elle tombe en défaut, et c'est pas difficile de la faire tomber en défaut. Eh bien, on a une alternative à la double inclusion. On n'aura que A est égal à B si et seulement si j'ai l'une des inclusions qui est vérifiée, alors peu importe, hein, comme le problème est symétrique, par exemple, je vais supposer que A est inclus dans B, et si le nombre d'éléments de A est égal au nombre d'éléments de B. Ce qui a un sens ici, hein, puisque j'ai bien mis en hypothèse que l'ensemble A était fini. Eh bien, la conjonction de ces deux propriétés, en vertu de ce qu'on vient de dire ici, permet de démontrer que l'ensemble A est égal à l'ensemble B. Évidemment, la réciproque, elle est évidente. Ce n'est pas ce sens-là qui va m'intéresser, c'est plutôt le sens qui est ici, ce sens-là est une alternative à la double inclusion. Si j'ai une inclusion et si je sais que j'ai le même nombre d'éléments pour l'ensemble A et pour l'ensemble B, alors les ensembles seront nécessairement égaux. Ça, encore une fois, c'est une propriété que je vais utiliser au moins aussi souvent que le fameux théorème de dénombrement. Alors ce qu'on va étudier maintenant, c'est la notion d'injection, de surjection, de bijection lorsqu'on travaille avec des ensembles finis. Alors on en a déjà parlé, hein, puisque vous avez vu que la notion d'ensemble fini et de cardinal est intimement liée à la notion de bijection. Mais on va justement étudier le cas particulier des injections et des surjections, et on va encore affiner le résultat sur les bijections. Vous allez le voir, ça sera l'objet du théorème numéro 7. Donc déjà le cas des injections, si je me donne deux ensembles finis, et si je me donne une application injective de l'ensemble E vers l'ensemble F, alors je peux affirmer deux choses. Alors déjà que l'ensemble F de E est un ensemble fini et que son cardinal est celui de E, ça c'est la première chose qu'on va démontrer, puis il va en découler assez naturellement que le cardinal de E sera plus petit que le cardinal de F. C'est-à-dire que quand j'ai une injection entre deux ensembles finis, il y a forcément moins d'éléments dans l'ensemble de départ que dans l'ensemble d'arrivée. Et ça, c'est pas très difficile à comprendre, à vrai dire. Pourquoi ? Parce qu'on sait que notre application, elle sépare, elle est injective. Donc ça veut dire que si deux éléments sont différents dans l'ensemble de départ, leurs images sont nécessairement distinctes. Donc par exemple, quand je crée mon application, donc comme mon application sépare, on sait que notre application, il ne peut pas y avoir deux flèches qui partent et qui pointent vers le même élément. Ça, on sait que ce n'est pas possible. Donc quand on définit une application injective, on est sûr que toutes les flèches vont arriver vers des éléments qui sont a priori différents. Ça, c'est l'objectif de créer une application injective. Mais comme cette application est injective, il peut très bien exister des éléments dans l'ensemble d'arrivée qui n'ont a priori pas d'antécédent par la fonction f. Donc là, il pourrait rester des éléments dans l'ensemble f, ici, qui sont a priori pas atteints. Donc, si vous regardez bien ici, cette application telle qu'elle est construite, on voit que l'ensemble f de e ici, c'est l'ensemble des croix noires. Donc l'ensemble f de e, c'est l'ensemble que j'ai écrit avec des croix noires ici. Mais plus précisément, vous voyez que l'application que je vais appeler f tilde, cette application qui est définie sur E et qui est évidemment à valeur dans f de E, elle risque d'avoir une propriété particulière. Et c'est cette propriété que je vais exploiter pour démontrer la proposition numéro 5. Je voulais déjà que vous ayez une petite idée de ce que vous voyez sur un diagramme sagittaire. Bon, passons à la démonstration. Le démarrage de la démonstration est déjà bien lancé. Donc là, j'ai créé une fonction qui était injective. Je me fie à une fonction injective. Et je me dis, ah bah ouais, comme les éléments ici, ils sont tous séparés au départ, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt ce qui va se passer à l'arrivée. Et plutôt que de considérer l'application définie sur E à valeur dans F, je vais considérer une application qui est construite sur le même modèle. Donc c'est toujours l'application qui a x associé f de x, mais au lieu de l'avoir à valeur dans f, je vais l'avoir à valeur dans f de e. Ce qui est évidemment possible, puisque l'application f, elle est forcément, si elle est définie sur E, à valeur dans f de e. Mais cette application f tilde, qu'est-ce qu'elle va avoir comme propriété? La f tilde, elle reste injective, évidemment. Puisque si deux éléments
sont différents au départ, leurs images, elles sont toujours différentes à l'arrivée, puisque j'ai pas changé la correspondance. C'est toujours à x, j'associe f de x. Par contre, le fait d'avoir remplacé ici l'ensemble d'arrivée f par l'ensemble de toutes les images, ça confère à mon application f tilde une propriété supplémentaire, puisque là, je considère l'application en éliminant quelque part les points verts de l'histoire. Donc, mon application ainsi créée est une application qui est bien évidemment surjective, puisque je me suis arrangé pour prendre dans l'ensemble d'arrivée uniquement les images des éléments de E par l'application F. Donc, cette application F tilde, elle est construite sur mesure pour être une application bijective, puisqu'elle est injective et surjective. Donc, l'application F tilde est une application bijective. Mais attendez, l'ensemble E est un ensemble fini, et je viens de créer une application bijective entre E et F de E. Donc, en vertu du théorème numéro 3, du théorème de dénombrement, qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On vient de créer une bijection entre un ensemble fini et l'ensemble F de E. Donc, en vertu du théorème 3, je peux dire, en vertu du théorème 3, on a le fait que F de E est un ensemble fini, puisque je viens de créer une bijection entre un ensemble fini et l'ensemble F de E, et de plus, le nombre d'éléments de F de E, ce que j'ai bien le droit de dire, puisque je viens de prouver que cet ensemble est fini, donc j'ai bien le droit de parler du nombre d'éléments de F de E, eh bien c'est égal au nombre d'éléments de E, puisque si deux ensembles sont en bijection l'un avec l'autre, et qu'ils sont finis, ils ont le même nombre d'éléments. Donc là, on vient de faire d'une pierre deux coups, on vient d'une part de montrer que l'ensemble F de E est fini, et on vient de le relier avec le cardinal de E. Donc voilà ce qu'on peut dire. Mais je peux aller plus loin, puisque je sais que mon application F est une application qui est définie sur E à valeur dans F. Alors, je vous rappelle que la flèche signifie à valeur dans F. À valeur dans F. Et cette flèche, donc, elle se traduit par une inclusion. F de E est évidemment un sous-ensemble de F. On le voit bien sur le diagramme sagittaire, mais il peut y avoir des éléments de F, évidemment, qui ne sont pas dans F de E. L'inclusion, elle peut évidemment être stricte. Or, comme l'ensemble F est un ensemble fini et que F de E est un sous-ensemble de F, on récupère une autre inégalité, puisque F est fini, c'est que le nombre d'éléments de F de E est forcément inférieur ou égal au nombre d'éléments de F. Or, on vient de démontrer que le nombre d'éléments de F de E, c'est le nombre d'éléments de E. Donc on récupère directement que le nombre d'éléments de E est plus petit que le nombre d'éléments de F. Donc on vient bien de voir que s'il existe une injection entre E et F, eh bien c'est que le nombre d'éléments de F est plus petit que le nombre d'éléments de E est plus petit que le nombre d'éléments de F. Attention, propriété qui est spécifique aux ensembles finis. Du résultat très simple qui a été établi dans la proposition numéro 5 va naître un principe intéressant qui s'appelle the pigeonhole principle, ou le principe des tiroirs de Dirichlet. Je ne vous le ferai pas en version allemande. Bref, ce principe, c'est simplement le principe contraposé de la proposition numéro 5. Donc on va se placer dans les mêmes hypothèses. Je me donne deux ensembles finis et F, une application définie sur E à valeur dans F. Alors j'indique que si le nombre d'éléments de F est strictement plus petit que le nombre d'éléments de E, alors toute application construite de E à valeur dans F ne pourra pas être une application injective. Alors pourquoi le principe des pigeons? Alors vous imaginez que vous ayez un certain nombre de cases, des cases à pigeons. Mais imaginez que vous ayez un pigeonnier avec 4 cases à pigeons. Et que vous ayez 5 pigeons ou 6 pigeons. Alors moi mes pigeons c'est des étoiles. Je ne sais pas dessiner les pigeons. Donc imaginez que vous ayez par exemple 6 pigeons. Alors on peut déduire directement de cette propriété qu'à un moment donné, il y aura forcément, si vous devez faire rentrer les 6 pigeons dans le pigeonnier, il y aura forcément une case qui contiendra 2 pigeons. Puisque si vous essayez de créer une application injective, donc une application qui sépare,
à un moment donné, vous allez être confronté à un problème. Ceux-là, bah, il va falloir les mettre dans une case. Donc il va forcément y avoir une case avec deux pigeons ou une case avec trois pigeons. En tout cas, il y a une case qui possédera un nombre de pigeons qui est supérieur strictement à 1. Donc ça, c'est un principe qui n'est pas inintéressant et ça peut nous permettre d'établir des propriétés délicates. Alors, un petit exemple d'application de cette fameuse proposition. On se donne des nombres réels 2 à 2 distincts de 0 à 1 et on doit montrer qu'il existe donc deux indices entre 0 et n tels que eh bien, RI moins RJ est d'une part strictement positif et d'autre part plus petit que 1n. Alors, cette propriété-là, qui semble a priori évidente, est pas si facile à rédiger, et on va apprendre à rédiger une telle propriété. Et on va voir que c'est une histoire de pigeon, en fait. Déjà, je vais représenter l'ensemble des nombres réels compris entre 0 et 1 par cet axe-là. Et cet axe, je vais le diviser en morceaux. Donc pour le diviser en morceaux, je vais utiliser une subdivision à pas constant. C'est-à-dire le premier morceau, ça va être tous les nombres réels qui sont compris entre 0 sur n et 1 sur n. Puis tous les nombres réels qui sont compris entre 1 sur n et 2 sur n. Je m'arrange toujours pour que le premier élément soit inclus et le dernier soit exclu, donc n-2 sur n jusqu'à n-1 sur n, sauf la dernière case qui va contenir 1. Donc comme ça, je vais définir n intervalles. Les intervalles que je vais définir, je vais leur donner le nom du dernier entier. Je définis un premier intervalle I1 qui est l'intervalle 0, 1 sur n. Donc il a l'indice du dernier. Alors le premier est ouvert. Le deuxième contient 1 sur n, mais ne contient pas 2 sur n, etc. jusqu'à IN-1 qui contient n-2 sur n, mais qui ne contient pas n-1 sur n. Et le dernier, lui, qui est un peu particulier, puisqu'il contient n-1 sur n, mais aussi contient 1 son extrémité. Donc, si je prends ces intervalles-là, c'est parce qu'en réunissant ces intervalles, je vais récupérer évidemment tout l'intervalle 0,1, et ces intervalles sont 2 à 2 distincts, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais aucun élément en commun. Donc on récupère que la réunion pour k variant entre 1 et n dik est égale à l'intervalle 0,1, et ces deux ensembles-là sont 2 à 2 disjoints, ce que je peux symboler en disant que l'intervalle i indice i inter l'intervalle i indice j est égal à l'ensemble vide dès que i est différent de j. Ça, on peut imaginer que c'est des espèces de cases à pigeons, et ce que je vais créer, c'est une application donc de ces réels vers les cages à pigeons. Donc je vais considérer l'ensemble des pigeons ici, qui sont symbolisés par des nombres réels. Donc il y a le pigeon R0, le pigeon R1, le pigeon Rn, et je vais créer une application très simple. Je vais créer l'application qui est définie sur l'ensemble E, donc qui au pigeon RI va attribuer le numéro de l'intervalle dans lequel il va se trouver. Donc là je définis des entiers entre 1 et n qui symbolisent les indices, les numéros de boîte. Donc à RI on associe l'élément par exemple K si l'élément RI appartient à l'intervalle IK. Donc je définis bien une application par ce biais, puisque je sais que chaque RI va se trouver dans l'intervalle 0,1 et donc va se retrouver dans l'un de ces intervalles, puisque ces intervalles ils définissent une partition de l'ensemble 0,1. Donc on définit par ce biais une application. Seulement, comme les éléments R0, R1 et Rn sont 2 à 2 distincts, l'ensemble E est évidemment un ensemble fini et il possède n plus 1 éléments. Donc, si je regarde bien, l'ensemble de départ possède n plus 1 éléments. L'ensemble d'arrivée, lui, c'est l'ensemble des entiers entre 1 et n, donc il possède exactement n éléments. C'est l'ensemble de départ qu'on sait compter, c'est l'ensemble où on compte. Donc qu'est-ce que je peux dire en vertu de la proposition?
bah, vu que j'ai plus d'éléments dans l'ensemble de départ que dans l'ensemble d'arrivée et que les ensembles sont finis, je peux dire que l'application F n'est pas injective. Donc là, j'utilise la contraposée du résultat qu'on a cité sur les injections. Ça veut dire quoi qu'elle n'est pas injective? Ça veut donc dire qu'il existe deux éléments distincts de l'ensemble de départ E qui vont s'envoyer dans la même boîte. Donc ça veut dire qu'il existe deux indices I et J compris entre 0 et N, avec I qui est différent de J, tel que RI et RJ se trouvent dans la même boîte, donc se trouvent par exemple dans la boîte IK. Donc je sais que j'ai deux éléments dans la même boîte. Alors je peux supposer sans perte de généralité, vu que les deux éléments sont distincts, que RJ est strictement plus grand que RI, étant donné qu'ils sont distincts, il y en a un qui est plus grand que l'autre. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Bah, les boîtes, elles mesurent toutes 1 sur N. Donc je vais avoir a priori RJ moins RI qui va être strictement positif par choix. J'ai indicé le plus grand en J, mais on peut faire le même raisonnement si on suppose que RI est strictement plus grand que RJ, hein, il suffit de les permuter. Donc ces deux termes-là sont évidemment orientés dans le sens croissant, ça c'est moi qui les choisis, et ils sont évidemment à une distance plus petite que 1 sur N, puisqu'ils sont situés dans la même boîte, et aux extrémités, j'ai justement 1 sur N. Donc on a bien démontré l'existence d'éléments qui vérifiaient cette propriété. C'est assez puissant, hein, ce résultat-là permet par exemple de démontrer que l'ensemble de toutes les racines de l'unité est dense dans le cercle unité. Hein. Ça se démontre très très rapidement, très très élégamment avec le principe de Dirichlet. Hein, donc un principe puissant. Alors on a une propriété analogue pour les applications surjectives, hein, sauf qu'évidemment vous imaginez bien que les inégalités vont être renversées. Si on se donne deux ensembles finis, E et F, si on suppose qu'il existe une surjection entre E et F, alors le nombre d'éléments de l'ensemble d'arrivée est nécessairement plus petit que le nombre d'éléments de l'ensemble de départ. Donc ça c'est ce qu'on va démontrer, et vous allez voir que pour la démonstration, je vais me ramener dans le giron de la proposition numéro 5. Donc on va démontrer ce résultat, la démonstration n'est pas inintéressante, et l'objectif c'est de se ramener dans le cadre des applications injectives et d'utiliser le résultat sur les applications injectives. Vous allez voir comment. Alors pour appuyer cette démonstration, j'ai fait évidemment des diagrammes sagittaires qui relient des ensembles finis, et je me suis donné une application surjective, puisqu'on voit bien ici que cette application, tout élément de l'ensemble d'arrivée, admet au moins un antécédent dans l'ensemble de départ. Et mon objectif, donc pour dire que le nombre d'éléments de F est plus petit que le nombre d'éléments de E, ça va être de créer une application injective, une injection de l'ensemble F dans l'ensemble E. Et pour ça, je vais procéder comment? Alors vous allez voir le procédé. Donc les flèches noires, c'est l'application F. Et là, vous allez voir que je vais construire une autre application, d'ailleurs que je vais appeler phi, donc qui va être définie sur F à valeur dans E, et vous allez voir comment. Eh bien, je peux dire que Y1 étant un élément de F, il possède au moins un antécédent dans E par l'application F. Donc il existe un élément X appartenant à E, tel que, eh bien, f de x est égal à y1. Alors cet antécédent de y1 dans l'ensemble E, je vais l'appeler x1. Et je vais évidemment énoncer cette propriété pour tous les éléments de f. Je peux dire qu'il existe un x dans E tel que f de x est égal à y2. Donc je vais l'indicer en disant un antécédent de y2, je vais le noter x2 et je fixe l'un de ces antécédents. Donc là, vous voyez que je suis en train de créer un processus qui à y1 va associer ce fameux élément que j'ai appelé x1, qui à y2 va associer ce fameux élément que j'ai appelé x2, qui à y3, je vais en choisir un. Pour y3, tiens, je vais choisir celui-là. Donc lui, ça sera x3. Pour y4, je vais choisir celui-là, lui ça sera x4, et pour y5, tiens, je vais choisir celui-là, ça sera x5. Donc on voit que le procédé qu'on a là, on peut l'appliquer sur tous les éléments de f. Alors comme f est un ensemble fini, je vais noter p son cardinal,
Et du coup, ça va me permettre de donner une énumération des éléments de f. Donc là, je vais dire mon ensemble f, il possède p éléments. Et donc, cette propriété, je peux l'appliquer pour tous les éléments de f. Je peux dire que je prends un antécédent de y', j'en prends juste un, et je lui donne un numéro. Donc, on voit que par ce biais-là, vous pouvez créer l'application rouge qui a un élément de f, pointe sur un élément que j'ai identifié, que j'ai pointé dans l'ensemble E, qui est un antécédent de yi dans E. Donc je vais créer une application comme ça, qui a yi va associer xi, où le xi que je pointe ici, eh bien ce sont les éléments que j'ai construits là. Donc je définis bien une application définie sur f à valeur dans E, puisque vous avez vu qu'il n'y a qu'une seule flèche qui part de tous les éléments de f, et qu'elles vont bien s'envoyer sur un élément de E. Donc je définis comme ça une application définie sur f et à valeur dans E. Mais j'affirme que cette application, elle est injective. Alors pour montrer que cette application est injective, eh bien je vais le démontrer de façon habituelle, c'est-à-dire je vais me donner deux éléments a priori de l'ensemble f, donc je me donne deux éléments que je repère par leurs indices, donc soit i et j compris entre 1 et p, et je vais supposer que phi de yi est égal à phi de yj. Et moi, mon objectif, c'est de démontrer que on a nécessairement yi qui est égal à yj. Je prends deux éléments qui ont la même image par phi, et je montre que ces éléments sont nécessairement égaux. Eh bien, cette égalité, elle signifie quoi par définition? Si j'applique la définition, ça veut dire que xi va être égal à xj. Voilà, ça c'est ce qu'on obtient. Et ça, on aimerait montrer que ça signifie forcément que l'indice i est égal à l'indice j. Or, si j'applique la fonction f à cette égalité, je vous rappelle que f est une application, ce sont ici deux éléments de E, donc si ces éléments sont égaux, ils ont nécessairement la même image par f. Ces éléments ont la même image par f. Et donc je récupère, par définition, que yi est égal à yj, puisque xi désigne un antécédent de yi et xj désigne un antécédent de yj. Moralité, on a pris deux éléments de l'ensemble de départ de phi qui ont la même image par phi. On a démontré que ces éléments étaient forcément égaux. Donc, on vient de démontrer que l'application qu'on vient de construire ici est nécessairement une application injective. Donc, si on applique le résultat de la proposition précédente, la proposition 5, on obtient donc que le nombre d'éléments de l'ensemble de départ est forcément plus petit que le nombre d'éléments de l'ensemble d'arrivée. Ce qu'il fallait démontrer.